Mathieu, je suis super contente de te recevoir dans ce nouveau format, dans ce bel écrin. Euh, Mathieu Torgeman, t'es un peu une légende pour moi. Tu sais pourquoi? Non. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, dans des périodes compliquées qu'on a traversées récemment, t'as été une petite lumière, t'as dit des choses sur Instagram qui m'ont beaucoup touchée. Euh, un rectificateur de vérité, tu vois? Et ça, c'est comme ça que je t'ai rencontré, entre guillemets, par les réseaux sociaux. Donc, il y a toujours du bon dans les réseaux sociaux, hein, il faut Ouais. quand même le reconnaître. Et voilà. Et pour moi, tu es vraiment l'homme vérité celui qui dit les choses, un vecteur d'authenticité. Je vais te laisser te présenter après, hein, t'inquiète pas, mais là, je te parle de ce que je pense moi. Alors, Et j'ai du mal à parler de moi, c'est assez compliqué. Ça va venir, t'inquiète. De parler de soi, mais j'aime bien ton introduction en tout cas. Sérieux, Et ouais. en fait, tu as sorti récemment, le 14 avril dernier, un livre. Le 13 avril. Ah, le 13 ou le 14? Le 13. Le 13, ok. 13 avril dernier, ce livre, donc je veux absolument le montrer, je ne sais pas si on le voit bien. Mission Rémission, un témoignage de Mathieu Torgeman, diabète de type 2. Ouais. Alors, ce livre, je l'ai lu d'une traite, faut l'avouer, et pourtant j'ai pas trop de temps de lire en ce moment. Tu as réussi à condenser en fait tout ce que tu as traversé dans ton combat contre cette maladie. Tu as sauvé ta peau juste avec de la volonté, on peut le dire. Ouais. Alors, dans un premier temps, je vais te demander si ça te dérange pas de te présenter, bien entendu, parce que là, je t'ai fait une présentation de toi qui est quand même très personnelle, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait auparavant, bien entendu, avant d'écrire un livre, puisque c'est ton premier livre quand même. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu peux te Est-ce qu'on présenter? fait un clap comme Allez, ça go. Écoute, moi, j'ai 47 ans. J'ai 47 ans, j'habite au Canada. Je suis marié. J'ai des petits jumeaux, un petit garçon, une petite fille que j'adore, qui sont au Canada. Je suis auteur, réalisateur, mais parallèlement à mon métier de saltimbanque, mes parents ils m'ont toujours dit il faut que tu gardes une poire pour la soif entre guillemets. Donc ton métier de saltimbanque c'est bien beau, mais il y a peut-être un jour où ça ne marchera pas. Et moi je me suis toujours dirigé vers la restauration. Moi j'ai eu un restaurant à Paris, un restaurant de sushi qui a super bien marché. Ensuite, j'ai collaboré dans une start-up de restauration à domicile. On avait des dark kitchen ici à Paris. Et ça marchait très, très bien. Et un jour, on s'est posé la question avec ma femme si on voyait l'avenir de nos enfants ici en France. Mais ça, c'est une C'est il y a combien de temps? C'était il y a 6 ans. On s'est posé la question si on imaginait l'avenir de nos enfants en France. Mais après, ça a été une réflexion personnelle qu'on s'est faite et on s'est dit que non. On s'est dit que non. Moi, je réalisais des pubs au Canada depuis quelques années et ma femme qui est enseignante, elle a eu la possibilité. Alors bizarrement, c'est pas grâce à moi qu'on a réussi à partir au Canada, à immigrer au Canada. C'est grâce à son job à elle parce que un métier, quand tu es enseignant, ben tu as la possibilité de travailler un peu partout parce que c'est un vrai job en pénurie, tu vois. Donc ça a été. Donc c'est grâce à elle, je savais pas. Okay. Ouais, c'est grâce à elle qu'on a réussi à partir là-bas. Ça fait 6 ans. Au début, c'était flippant. C'est flippant, tu vois, quand tu quittes un pays, quand tu te dis. Est-ce qu'on se plante pas? Est-ce qu'on va pas déraciner nos enfants? C'est très dur. Est-ce que tout ce genre de choses? Mais je pense qu'on a fait le bon choix parce qu'on a toujours kiffé avec ma femme l'Amérique du Nord et tous ces trucs-là. Et on s'est dit que c'était le bon compromis d'avoir cette petite province canadienne qui parle le français. Donc on s'est dit, voilà, c'est cool, quoi. Donc on a été immigré au Canada. On est arrivé en pleine pandémie. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'avais besoin de me prendre un job, j'avais besoin de travailler parce que je ne savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir retravailler dans mon métier
dans mon métier. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller faire de la restauration. Et j'ai trouvé un job de directeur d'un service alimentaire d'un hôpital pour le centre université de santé McGill, en fait. Ouais. Et j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Donc, j'ai pris ce job. C'est plaisant parce que moi, j'ai pour projet de remonter des ghost kitchen là-bas. Mais tu as besoin de connaître les habitudes alimentaires du pays dans lequel tu arrives pour ne pas te planter, pour ne pas proposer des choses. Donc, moi, ça m'a permis de connaître les fournisseurs, ça m'a permis de m'acclimater en fait à ce nouveau pays, à cette nouvelle façon de manger, à tout ce genre de choses. Et après, voilà, là, je suis dans un truc où voilà pour la présentation quoi, que magnifique. Je pouvais faire. Alors, je reviens au livre quand même parce que c'est ça notre point d'ancrage. C'est un chemin. Tu le dis bien, ce n'est pas un livre médical. Non. Ce n'est pas du tout une méthode. Non. Donc, tu n'as pas du tout la prétention d'avoir écrit une méthode pour vaincre le diabète de type 2. Tu l'expliques, c'est un chemin, c'est un témoignage. Et explique-nous pourquoi tu as voulu écrire ce livre, en fait, tout simplement. Moi, c'est ça ma grande question, c'est qu'est-ce qui a été le déclic ? Et après, on va revenir sur, bien entendu, le sujet du livre, hein, mais je voudrais savoir pourquoi ce livre. Le déclic, ça a été quoi ? Ça a été que moi, il faut savoir que je suis très hypocondriaque. Mais je ne suis pas l'hypocondriaque. Je le suis aussi, hein, je te rassure. Comme notre ami Michel Drucker, qui va souvent prendre soin de sa santé. Moi, je suis l'hypocondriaque qui a peur qu'on lui annonce des mauvaises nouvelles, donc je ne fais rien. Moi, mon médecin, c'est Google, c'est Internet, etc. Et quand j'ai commencé à avoir des symptômes un peu chelous, je cherchais sur Google qu'est-ce que ça pouvait être. Et j'avais comme une prophétie numérique qui apparaissait à chaque fois. Diabète. C'était quelque chose, mais je me disais, il y a peut-être une porte de sortie vers autre chose. Donc, les picotements dans les doigts de pied, je me suis dit, ouais, c'est peut-être mes chaussures qui ne me conviennent pas. Tu sais, tu te cherches des excuses pour te dire que ce n'est pas ça. Et moi, quand j'ai fait une prise de sang, quand on m'a annoncé que j'avais un diabète très très fort, je ne sais pas comment tu veux qu'on en parle, mais si on doit ellipser... On va en parler après, mais je voudrais juste qu'on revienne juste sur le livre. Ouais. Tu as voulu transmettre quelque chose quand même, tu as voulu montrer que c'était possible, donc c'est pour ça que le format du livre, et je reviens au format du livre, c'est que tu as voulu le faire didactique, en tout cas le plus facilement lisible possible, et faire en sorte que ce soit inscrit dans le marbre, d'une certaine manière, pour toi, comme une forme de point final sur un combat, d'une certaine manière. Oui, mais moi, quand j'ai commencé ma transformation, en fait, moi, j'ai mis en scène ma transformation sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas fait pour me montrer, je l'ai fait pour comme passer un contrat moral avec les gens, tu vois. C'est quand j'ai commencé à maigrir, à avoir cette perte de poids, je me suis dit, tiens, je vais faire ça comme ça va être un genre de contrat moral que je vais passer avec les gens. Et il y a plein de gens qui sont venus me parler en message privé en me disant, Mathieu, je suis prédiabétique, j'ai du diabète, aide-nous, comment tu as fait ? Donc, quand il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes, tu t'es etc. dit, je prends la plume. Non, je me suis dit, est-ce que les gens sont au courant que le diabète de type 2 est réversible ? Pas irréversible ou peut être réversible. Donc, bon, déjà, avant d'aborder ça, on va définir le diabète de type 2 quand même, non ? C'est important. Ouais. C'est quoi le diabète de type 2 ? Écoute, le diabète de type 2, il y a 2 formes. Il y a les formes où les gens qui sont obèses ou qui sont en surpoids, il y en a beaucoup qui ont un diabète de type 2. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais ma mère, ma parce cousine... qu'on peut le rappeler, tu faisais 70 kilos de plus qu'actuellement. Que maintenant. Je faisais 140 et je fais 69,6 ou 0,7. Voilà, t'es sur le 0,6, 0,7 quand même. Ouais. Tu la pousses. Hein. Ouais, mais je la pousse parce que c'est... Oui, mais c'est devenu presque une...
T'en as besoin? Tu te pèses tous les jours et tout? Non, je me Non. pèse pas tous les jours. Je me pèse une fois de temps en temps pour savoir où j'en suis, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui me disent que je suis trop maigre. Donc, je me pèse pour savoir, parce que un hypocondriaque va voir son poids en train de baisser, il va se dire tiens, il y a peut-être autre chose en arrière, quoi. Donc, voilà. Mais le livre, je l'ai écrit pour. Non. Reviens sur le diabète de type 2. Ouais. Donc ça veut dire que le chiffrage de ton taux de sucre Ouais. est supérieur à. Le diabète de type 2, à partir de Ton taux de sucre, 5,9, en fait. à partir de 5,9, bah, tu es prédiabétique. À partir de 6,4, tu commences à être diabétique. C'est le taux d'hémoglobine glyquée. C'est le taux de la moyenne du taux de sucre que tu as dans le sang sur 3 mois. On te fait une moyenne quand tu fais des prises de sang tous les 3 mois et on te dit bah, où tu en es au niveau de ton taux de sucre dans le sang. Et moi, quand on m'a annoncé le chiffre... Donc, je précise quand même que le diabète de type 2, entre guillemets... Ce n'est pas insulino-dépendant. Voilà, ça veut dire qu'il y a des diabètes quasi de naissance, entre guillemets. Le diabète de type 1. Voilà. Et tu as les diabètes de type 2 qui, eux, arrivent avec le temps, en fait, d'une certaine manière, et ont des causes qui viennent du surpoids, de l'alimentation, d'autres facteurs exogènes, mais qui ne sont pas de naissance, quoi. Voilà, mais ça, c'est important de le distinguer, parce que malheureusement, les personnes qui ont un diabète de type 1, eux... ils n'ont pas d'autre solution que de se médicamenter, enfin de se piquer, de se piquer à l'insuline 3 fois par jour ou 1 fois par jour, etc. C'est ça. Ok. Du coup, attends, parce que il y a un sujet qui est quand même très important. Tu parlais du fait de te mettre un peu des œillères, parce que même si tu regardes Google, même si tu as besoin de savoir ce que tu as, à quel moment tu l'as, etc., pour autant, pendant beaucoup de temps, tu n'as rien fait. Clairement. Et tu l'évoques dans le livre. Clairement. Et c'est pour ça que ce livre, t'en parles aussi à un moment, c'est un peu un livre sur le déni, d'une certaine manière, et cette capacité qu'on a parfois... à mettre sous le tapis. Voilà. Et à savoir qu'il y a un truc qui est sous-jacent, à savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est un peu une peur viscérale d'affronter la réalité, ou en tout cas de se dire... je préfère mettre sous le tapis et ne pas regarder, et on verra bien. Oui, parce qu'on se dit que peut-être le problème va se régler tout seul, naturellement, de lui-même. Moi, quand je voyais des trucs sur le diabète, je disais, tu sais, j'ai marqué comment baisser son taux de sucre dans le sang, et on me disait de prendre des tisanes à la cannelle, machin. Donc j'ai commencé à faire ce genre de choses, mais c'est pas ça qui allait me régler le problème. Mais quoi. je viens quand même sur un truc, c'est que le poids a toujours été un sujet dans ta vie, c'est-à-dire qu'en fait, tu estimes avoir toujours eu, en gros, un surpoids. Depuis toujours, depuis tout petit? Depuis 20 ans ou 25 ans, ouais. Et t'as quel âge aujourd'hui? 47. Donc, oui, mais c'est pas tout petit, c'est plutôt pré-ado ou ado, quoi. J'ai toujours fait le yo-yo, entre guillemets, mais je n'ai jamais eu la silhouette que j'ai aujourd'hui, quoi. Peut-être mais parce que tu aimais manger, parce que tu... Voilà, c'est tout, t'aimais la bouffe, quoi. Faut le dire comme ça. Et le sucre, et... tout simplement. Sans limite, et Exactement. tu te posais pas de questions, quoi. Non. Tu te disais pas, j'ai mangé trop d'Haribo, j'ai mangé trop de Nutella. Pas du tout. Voilà. Tu t'es jamais dit, faut pas trop en manger. Non. Personne chez toi t'a dit, faut pas trop en manger. Non, et même quand les gens te parlent, tu as toujours cette phrase de dire ouais, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, arrêtez de me faire chier, quoi. Non, mais tu as des familles qui disent on mange pas trop de ça, ça y en a pas. Chez toi, c'était pas comme ça. Non, les générations avant, ça n'a pas été ça. De ça, quoi. Nous, c'est plus nos générations à nous. Et toi, je suis sûr que je suis sûr que tu es comme ça. Et il y a plein de mais non, quoi. Non, moi c'était nos limites, quoi. Nos limites au sens... en plus, le poids et ton image n'avaient pas d'importance. C'est-à-dire qu'en fait, tu te disais pas je suis en surpoids. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui, par obsession, tu vois, de ne pas grossir ou de ne pas... Enfin, c'est même pas obsession, mais par envie de ne pas être gros ou de ne pas grossir ou de ne pas avoir cette image-là, vont se dire, je mange pas, quoi. Enfin, tu vois, je me calme. Mais toi, c'était pas un sujet. Tu t'en foutais. C'est marrant ce que tu me dis. Je vais faire une parenthèse parce qu'on est dans les locaux de Serge Calfon ici et de Joseph, en fait. Et je parlais avec Serge tout à l'heure. Et je lui disais que l'image des gens quand t'es gros versus quand t'es truc, tu sais, j'ai gagné en crédibilité depuis que je suis... c'est très bizarre ce que je suis en train de te dire, mais...
le gros, entre guillemets, c'est la personne que tu prends pas au sérieux. C'est très bizarre. Tu sais, le gros, dans les films américains, c'est toujours le bon pote qui a à côté du héros du film, qui a un rôle qui ramasse énormément. Oui, mais pourquoi? On peut se poser la question pourquoi. Tu vois, parce que peut-être parce que pour lui-même, il se prend pas au sérieux. Tu vois, c'est-à-dire que de se laisser peut-être trop... Ah non, mais moi, j'ai jamais C'est pas ça? Non, moi, j'ai jamais voulu avoir l'image du mec qu'on ne prend pas au sérieux. Mais par définition, ton image, elle renvoie un truc. Elle renvoie un truc où quand tu es un peu en surpoids... Ça n'a pas un peu évolué, ça? Les gens Non. n'ont pas changé de regard sur les Non. personnes qui étaient en surpoids? Clairement pas. Bah, c'est malheureux. Enfin, d'une certaine manière, parce qu'il y a des gens qui ne le sont pas volontairement non plus. Enfin, après, il y a des Ouais, facteurs d'obésité. c'est malheureux, mais voilà, je respecte ce truc-là, quoi. C'est pas- Non, donc on parlait des habitudes alimentaires et je pense Ouais. qu'il faut quand même le dire, ça se fabrique. C'est-à-dire que je Clairement. pense qu'il faut quand même le dire, tu vois, c'est que c'est un diabète qui se fabrique. Oui, ça s'installe, Voilà. ça se fabrique, Voilà, ça y va. Enfin, ça se fabrique. On le fabrique par Oui, l'alimentation. on le fabrique, mais il y a notre mode de vie aussi qui le fabrique, ce genre de choses. La sédentarité, elle fait que Bien entendu. que tu développes un truc. Le stress? Non? T'étais pas stressé particulièrement? Ça, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Ouais, Ok. ouais, ça, c'est un prétexte. Je l'ai eu, ce prétexte-là. Je l'ai eu, ce prétexte-là, mais je le dis dans le livre, tu Ouais. vois, avec le recul, je me suis fabriqué des prétextes, moi. Champion du monde du déni. Ouais. Champion du monde du déni. C'est une phrase que tu utilises dans le livre au début. Et ça m'a beaucoup marqué. Le corps peut se réparer si on lui donne les bonnes conditions. Alors Ouais. moi, j'ai retenu ça. C'est une phrase que tu as lue toi-même, je crois, et qui a contribué à ton déclic dans ta guérison. Parce que je crois que tu t'es inspiré quand même beaucoup. Tu as lu des livres, tu as fait des rencontres. Tu as des gens qui t'ont aidé. J'en ai fait Une rencontre. Ouais. Donc c'est qui? Alors moi, quand j'ai commencé, quand on m'a annoncé le diabète de type 2, j'ai fait des recherches sur Internet. Est-ce que le diabète de type 2 se soigne? Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas été mis dans le rouleau compresseur classique des médecins. Au Québec, les pharmaciens ont le droit de te prescrire des analyses de sang. Donc moi, c'est une pharmacienne qui m'a prescrit une analyse de sang. Qui t'a fait peur? J'ai été faire cette prise de sang et elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur dans le sens où moi, c'était une maladie que je prenais par-dessus la jambe parce que je connais du monde qui est diabétique Et qui vivent avec. et qui vivent avec et qui mangent leurs trucs et tout ça. Mais on t'explique que le diabète, c'est une maladie qui est silencieuse à bas bruit, qui ne te fait pas mal. Non. Tu n'as mal nulle part. Tu as des petits signaux de temps en temps, tu sais, des picotements dans les doigts de pied. Tu as des trucs, tu vois, des signes avant-coureurs. Arrête, moi j'en ai de temps en temps. Ouais, mais ça c'est... Voilà, mais c'est... En fait, il ne faut pas ignorer les signaux de son corps. Voilà, c'est les gens qui sont dans le déni, ils ignorent les signaux de leur corps en disant « Bon, allez, c'est pas grave, etc. » Donc moi, j'ai été voir cette pharmacienne. Cette pharmacienne m'a fait très peur. Et j'en suis arrivé à faire des recherches sur Internet pour savoir si ça se soigne. Parce que moi, je voulais pas avoir un contrat à vie avec des pilules et avec un endocrinologue. Moi, c'est un truc, tu sais, les gens qui sont fiers de dire « Ah, je vais voir mon cardiologue, je vais voir mon endocrinologue ». Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce système. Alors, je me permets de t'arrêter parce que c'est un truc super important. C'est que je crois que ça participe aussi à notre société, c'est-à-dire à notre période. Tu vois, aujourd'hui, on a moins peur de la médecine, elle nous impressionne moins. Parce qu'on a plus accès à des données. À l'époque de nos parents, c'était moins facile. Si tu veux, il fallait aller voir les hommes en blouse blanche, tu vois, pour avoir la parole pontificale. Enfin, tu vois, il y avait ce côté un peu sacré de la médecine. Et il est vrai que les nouvelles manières de s'informer aujourd'hui permettent de désacraliser ça et d'avoir accès à des informations qui sont d'une part fiables, enfin plutôt fiables si on sait chercher, et surtout on a plus envie, parce que je pense pas que tu sois le seul, c'est ça que je veux te dire, c'est que je crois pas que tu sois le seul non plus. Oui, mais moi on n'a plus envie d'avoir un référent médecin. Oui, mais moi, ça ne remplace pas un avis médical, non, en fait. Bien entendu. Oui, mais c'est important. ChatGPT va te dire des choses. Attends, ça, c'est évident. Non, mais c'est
Bien sûr. Moi, je le dis encore une fois, je dis aux gens, avant d'entreprendre la moindre chose, qu'ils en parlent Aller à voir un leur médecin. médecin. Non, mais attends, ça c'est évident. Mais je dis juste que la démarche que tu as eue, tu vois, active, je pense qu'à une époque, c'était pas possible, en fait. C'est ça que je dis. Oui, mais après, quand Internet s'est démocratisé, quand ce genre de choses, mais après, il y a des études qui sont arrivées avec la rémission de diabète. Il y a des études qui sont arrivées avec ça dans le temps. Peut-être qu'à l'époque de nos parents, il n'y avait aucune étude qui était faite. Tu avais le diabète, et tu avais ça. Alors voilà, non mais attends, parce qu'on vient à un truc où je t'ai replacé dans une société, mais il y a quand même une démarche que tu as eue, toi, qui est assez exceptionnelle au sens propre du terme, qui consiste à dire... Je refuse Clairement. De me trimballer ce truc-là toute ma Clairement. vie. Et c'est vrai que, même sans le vouloir, en fait, je pense, et c'est là où tu fais la distinction quand même, t'as 2 façons d'aborder les choses. C'est bonjour monsieur, vous êtes diabétique, vous allez devoir vivre avec, mais on va gérer. On va apprendre à contrôler, tu vas vivre avec, mais on va gérer. Tu ne vas pas vivre sans. Voilà. D'ailleurs, quand tu préparais ton podcast, tu m'as envoyé un message. Ouais. Tu m'as envoyé un message en me disant que la phrase est très forte parce que on t'apprend à vivre avec, mais on ne t'apprend pas à vivre sans. C'est ça. Mais moi, j'ai les explications à ça. Quand on va dérouler un peu, j'ai les explications à ça. Mais voilà, non mais autant qu'on en parle maintenant. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça le sujet de fond. C'est que tu as quand même une démarche, quand je dis exceptionnelle, tu as cassé les codes. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a eu un truc de je refuse ça, donc je fais autrement et je me prends en main, moi, pour faire en sorte de combattre ce truc définitivement. Un médecin, te prescrire un médicament, ça lui prend 3 minutes. Tu vois ce que je veux te dire ? Un médecin, de prescrire un médicament, ça lui prend 3 minutes. De suivre une personne... Tu vois, moi, la rigueur que j'ai eue, toi, si ça se trouve, tu as du diabète, tu vas me dire, Mathieu, comment est-ce que tu as fait ? Comment est-ce que tu as fait ? Un médecin va t'expliquer, tiens, il faut que tu perdes beaucoup de poids, fasses beaucoup de sport, mais que tu fasses aucun écart, que tu laisses ton pancréas se reposer, etc. Mais peut-être que toi, tu vas être faible face aux écarts possible. Tu vas revenir voir ton médecin 3 mois et demi après, tu vas dire ça marche pas. Tu vois, c'est une responsabilité personnelle en fait de moi, ce que j'ai fait moi. Il y a pas peut-être que la personne à côté de moi elle est pas capable pourrait renverser son diabète, mais elle est pas capable. Tu sais, avoir une faiblesse face à la bouffe et à la nourriture. Moi, j'ai eu cette faiblesse toute ma vie. Mais parce qu'on revient un peu en arrière, quand moi quand j'ai fait ma première recherche sur Internet, est-ce que le diabète de type 2 se soigne ? Dans mon algorithme canadien, j'ai un livre qui m'est sorti en pleine face d'un chercheur québécois, Normand Mousseau, qui a écrit un livre « Comment je me suis débarrassé du diabète de type 2 sans chirurgie et sans médicaments ». J'ai acheté le livre sur Amazon. J'ai commencé à lire les 4 premières pages, je l'ai refermé instantanément parce que je me suis dit c'est illisible pour un mec comme moi qui n'est pas chercheur, médecin, scientifique. C'est illisible, c'est très technique. C'est très technique. Et moi, j'ai demandé à le rencontrer, ce gars-là. Donc, je lui ai envoyé un mail, il m'a répondu. J'ai été le voir dans son bureau à l'Université des sciences de Montréal. Et il m'a expliqué, il m'a ellipsé son livre en termes de temps. Et il m'a dit, voilà... Pour pouvoir renverser son diabète, il faut perdre un maximum de poids en un minimum de temps, faire le même principe que la chirurgie bariatrique, mais sans chirurgie. Chirurgie bariatrique, on peut le dire, c'est quand tu te mets un anneau, non ? C'est pas ça ? C'est le bypass, c'est le sleeve. En fait, non. Ah non, on te coupe un morceau c'est une déviation en fait de l'intestin où tu n'emmagasines pas. T'as même plus à ingérer en fait la nourriture, elle part direct. C'est exactement ça. Ça va direct dans les toilettes. Exactement. c'est exactement ça. Mais les gens qui font de la chirurgie bariatrique et qui sont en obésité morbide, eux, quand ils font cette chirurgie, ils sont débarrassés du diabète définitivement. C'est ça. Voilà. Donc eux, ils sont débarrassés du diabète définitivement. Moi, qui ne veux pas de chirurgie, qui ne veux pas de ce genre de choses, je me suis dit, je vais essayer. Ma question, c'est pourquoi ? Tu vas te dire pourquoi toi, tu t'es dit non ? C'est quoi ce truc de combat ? Parce qu'il y a un truc quand même de combattant là-dedans, tu vois ? Non, il y a un truc de combattant. Mais non, mais Estelle, c'est flippant. Si moi,
Je connais ton rapport à ton enfant, tu connais mon rapport à mes enfants à moi. Quand une personne, elle t'annonce de but en blanc, c'est pas ta mère, c'est pas une cousine qu'elle te dit « Ouais, ça vous enlève entre 8 à 12 ans d'espérance de vie. » Mais elle te dit ça en plus de ça avec sans le moindre... Là, tu parles de la pharmacienne ? Ouais. Ouais. Elle te dit ça sans la moindre empathie en plus, tu vois. T'es qu'une personne parmi tant d'autres. Elle te dit, bon ben voilà, vous pouvez Et finir... finalement, elle t'a rendu service. Mais grave. Ouais. Mais vous pouvez finir en dialyse, vous pouvez avoir les pieds coupés, tu sais, ça va jusqu'aux amputations. Le diabète, c'est pas une maladie à prendre à la lèche, quoi. Donc quand moi, elle m'a dit ce genre de choses, je me suis Mais il y a posé... des gens qui s'effondrent. Ce que je veux te dire, c'est que toi, tu as décidé d'opter pour le combat. T'en as d'autres qui s'effondrent et c'est justifié aussi, tu vois, enfin qui s'effondrent, qui vont pas se dire ok, je vais y arriver, je vais perdre 70 kilos, je vais battre cette maladie. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le mental. Moi, je parle de ça. Tu dis que c'est pas une méthode, mais d'une certaine manière, non, c'est pas une méthode, mais c'est quand même un raisonnement psychique c'est pas une particulier. promesse, c'est pas une méthode, mais moi je raconte mon combat à l'intérieur. Non, mais c'est que tout le monde ne réagit pas de cette manière-là. Mais c'est important parce que moi, quand j'ai eu quand j'ai eu ce diagnostic, je me suis sincèrement posé la question. Est-ce que j'aime plus le Nutella que ma femme et mes enfants ? J'aime beaucoup cette phrase, elle est très vraie. Mais je suis d'accord. Mais c'est une réelle question que je me suis posée, Estelle, en me disant, est-ce que j'aime plus le Nutella que ma femme et mes enfants ? Je suis désolée de tirer un peu le truc peut-être trop loin, mais pour moi, ça dénote, et c'est pour ça que j'essaye de trouver les causes de ton combat et pourquoi tu as décidé de combattre plutôt que de te dire... je laisse aller, ou je me prends un cacheton, ou je me fais opérer, ou où je prends les médicaments que me donne le médecin. Pour se faire opérer, il faut être éligible à ça. Mais c'est important. Oui, en plus, il faut être éligible à ça. Mais toi, tu l'as vu comme zéro autre option. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, tu t'es dit, je veux pas crever, je veux rester le plus de temps possible avec mes enfants. Oui, mais j'avais aussi besoin de vérifier si ça marche. Si ce gars-là, disait vrai. Parce que lui, il était là avec son air suffisant dans son bureau à me dire « Ouais, moi, ça fait 11 ans que je me suis débarrassé de ça. » Attends, tu parles de qui, là ? Le Normand Mousseau que j'ai été voir dans son bureau, c'est lui l'élément déclencheur de tout ce truc-là. Un docteur ? Non, c'est pas un docteur, c'est un chercheur en nucléaire. Ah, c'est lui qui a écrit le livre, excuse-moi, pardon. C'est un chercheur en nucléaire à l'Université des Sciences. Celui dont tu parles qui a écrit le livre. De Montréal. Mais en fait, moi, c'est ce que je raconte. Je dis, mais si ce chercheur n'avait pas cherché, lui, il serait peut-être probablement encore diabétique aujourd'hui, et moi, je le serais encore. Tu sais, les médecins ne te disent pas... vous pouvez renverser votre diabète facilement, tu vois. Ils ne te disent pas ça. Non, la pharmacienne à aucun moment, quand parce que parfois c'est pas possible. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je sais pas médicalement. Est-ce que parfois c'est pas possible en fait ? Toi, peut-être parce que pour avoir vécu les choses, là on rentre un peu dans ma vie privée, mais peu importe. J'ai été mariée précédemment et cet homme-là a eu un diabète de type 2. Il est passé tout de suite aux piqûres en fait. Lui, il avait pas de sujet de poids. Zéro sujet de poids. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, lui, au contraire, il avait perdu beaucoup de poids. Il buvait énormément d'eau, il ne le gardait pas. Il avait besoin de sucre. Et le fond de l'œil un peu jaune. Enfin, voilà. Et puis surtout, et là, pour le coup, il pouvait rien faire. C'est-à-dire, il n'y avait pas la donne de la perte de poids. Oui, il n'avait pas d'autre solution que de se piquer 3 fois par jour, pour le coup. Mais quand tu parles avec des endocrinologues, et moi, l'endocrinologue qui m'a suivi, qui est devenu un ami, il me dit « Mathieu, tous les patients obèses qui vont en chirurgie bariatrique, et là je te parle encore une fois, il y a un vrai lien entre l'obésité et le diabète de type 2. Après, tu as des gens qui ont un diabète de type 2 qui sont minces, qui sont maigrissime, il faut le dire quand même. Oui, ça c'est une évidence, et moi je ne parle pas d'eux parce que, bien sûr. Parce que je ne sais pas quel est leur... C'est important de préciser qu'il y a 2 types de réactions. Leur combat, mais il y a un lien, et d'ailleurs dans toutes les tranches d'âge, l'endocrinologue, il m'expliquait qu'il y a une pandémie de diabète à bas bruit, en fait. Il y a une vraie pandémie de diabète à bas bruit. Pourquoi ? Parce que tu as des gens qui sont prédiabétiques, donc qui sont borderline. Tu en as d'autres qui le sont, mais qui en ont rien à foutre, en fait. Tu en as d'autres qui... tu vois, mais il y a un vrai lien. En fait, je pense qu'il n'y a pas une vraie prise de conscience de la dangerosité de cette maladie, en fait.
Alors moi, je ne sais pas si toi, tu en sais plus que moi, mais j'avais entendu dire qu'on avait également abaissé les taux. Enfin, je ne suis pas du tout complotiste, hein, mais j'avais entendu parler de ce truc-là. On avait abaissé les taux de diabète pour rendre diabétique plus de monde, pour vendre plus de médicaments. Alors ça, Estelle, alors moi, je ne rentre pas dans ce genre de choses. C'est, Fin de la parenthèse. Non, mais je reviens juste sur le sujet de ceux qui t'ont vraiment aidé. C'est-à-dire que tu as combattu, on est d'accord, parce que pour moi, c'est un vrai combat ce que tu as mené. Seul. Mais il y a des gens qui t'ont aidé. Tu as quand même t'as eu de l'aide, tu as eu des gens qui t'ont mis sur le chemin. Car même si on est seul, tu vois, on rencontre des gens, on lit, et sans le savoir. Et il y a même des gens, tu vois, comme ta pharmacienne, là, qui, en te faisant mal et en te brutalisant, finalement t'a aidé, etc. Mais moi, je voudrais que tu me parles de qu'est-ce qui t'a aidé, en fait, dans ton chemin et dans ton combat, même si c'est pas des personnes. Moi, il n'y a personne qui m'a aidé. Il y a personne qui m'a aidé parce que je me suis enfermé dans quelque chose. Je me suis enfermé dans quelque chose et je voulais aller vite. Je voulais... voilà. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai perdu près de 40 kilos en 3 mois et demi. Donc, ça, je sais, ça me paraît fou. Donc, mais même que tu tiennes debout, je trouve ça fou. Ben, j'avais des Parce que réserves. 40 kilos, ça fait presque un tiers de ton poids. Non, qu'est-ce que je dis? Bah si, presque. Ouais, presque ça. Ouais. Un tiers de ton poids? Ouais. J'ai perdu 40 kilos en 3 mois et demi. Mais j'ai été seul dans ce combat-là. Tu vois, mes enfants, ils ont assisté à ça de manière très pudique. Ma femme aussi a été très pudique par rapport à ça. J'ai été tendu, j'ai été nerveux. La maladie m'a fait peur. Et tu sais, quand tu as peur de quelque chose, tu deviens un peu... sauvage. Ouais, tu deviens un peu comme un chien sauvage, tu sais, qui est agressif dans ses réponses, qui est tout ça, parce que tu te dis, ouais, t'as une épée de Damoclès au-dessus de ta tête et il n'y a que toi qui l'as. Et il n'y a que toi qui l'as et ben, tu vas mourir entre 7 et 12 ans avant, tu vois, c'est flippant en fait, tu vois, t'es un peu seul face à la mort. De recevoir une condamnation, tu vois. Tu reçois une condamnation et tu reçois un contrat à vie avec des pilules. Là, on commence à te parler, c'est comme quelqu'un qui a une maladie chronique. Oui, il faudrait vous vacciner contre la grippe, contre le Covid, parce que vous êtes à risque. Donc, non, moi, j'ai été très seul dans ce truc-là. Et tu as été seul aussi après? Parce que tu évoques de mémoire, à peu près au milieu du livre, première moitié du livre, la solitude du changement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, changer profondément, ça ne se voit pas tout de suite, mais quand ça commence à se voir, c'est déjà trop tard pour l'expliquer. Ouais. Et je trouve ça très vrai parce qu'en fait, explique-nous un peu cette phrase, tiens. Le truc qu'il y a, tu sais, quand tu travailles dans un hôpital c'est grand, tu croises pas les gens toujours au même moment, tu peux ne pas les voir pendant 2 ou 3 mois et les gens ont commencé à se questionner, tu vois, en se demandant est-ce qu'il est malade. Moi, le coup de il a un cancer, on l'a fait à ma femme, on me l'a fait à moi, on me l'a fait à moi indirectement. Ils sont venus demander à d'autres est-ce que Mathieu est malade. Mes voisins, tu vois, qui partent en Floride en hiver, parce que les hivers au Québec, ils sont assez froids, donc les gens partent en Floride. Et quand ils sont revenus... donc ouais, c'est une vraie solitude, tu vois, de te retrouver dans un espèce de no man's land identitaire où... Oui, parce que c'est ça, c'est ton identité complète qui change. Complètement. Puisque ton image a complètement été bouleversée, tu changes complètement et tu n'as pas forcément envie d'expliquer aux autres. Non. Tu n'as pas forcément envie de renvoyer une nouvelle image, peut-être aussi. Enfin, tu vois, finalement, au fond de toi, tu n'as pas encore fait ton grand changement, donc... Non, mais c'est en plus de ça, c'est trop frais, c'est trop récent. Tu sais, tu as peur de craquer, tu sais, tu te réveilles. Moi, je me suis réveillé en pleine nuit en me demandant est-ce que j'avais pas rêvé, tu vois, tout ce genre de choses. Est-ce que le changement, mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, le dernier chapitre de mon livre, peut-être que tu en parleras. Bien sûr, on va en parler. Où moi, je fais un double jeu où je parle. On va en parler après. Attends. Non, mais c'est la peur que tout ça n'est pas réel, en fait. Je comprends. Mais d'où peut-être, je reviens à ma première question de départ, c'est le fait d'écrire un livre. Quand je te dis inscrire dans le marbre, tu vois, une forme de non-retour en arrière, en fait.
Oui, mais Ouais. c'est exactement ça. Mais le livre aujourd'hui, c'est un contrat moral. Et moi, j'ai des gens, C'est un contrat moral. il est sorti il y a 3 ou 4 jours, et j'ai des gens qui m'envoient plein de messages sur Instagram, De merci. mais qui l'ont lu et qui me disent waouh, Ouais. c'est un, c'est très facile à lire. Tu Ah oui, vois, non, mais ça, ouais. j'ai J'y pas eu, reviendrai après sur le format. j'ai pas eu envie de m'emmerder à moi en l'écrivant, et Que j'ai ce pas soit eu casse-pied envie non plus à lire. d'emmerder le Ouais, monde ouais. aussi. Donc Alors, voilà. je reviens juste sur un sujet. Alors, bon, ton livre, il m'a globalement beaucoup ému. Il m'a tenu en haleine aussi parce que voilà, t'as envie de connaître la fin, t'as envie de comprendre un peu comment ça marche. Mais ce qui m'a quand même le plus touchée, c'est ce que tu dis dans ton rapport à tes enfants, Mm. de ton envie de ne pas leur faire peur non plus, tout en les responsabilisant sur leur santé. Et là, tu as sorti une phrase qui m'a vraiment un peu bousculée. Et c'est super fort, c'est la santé n'est pas une punition. Et ça, c'est super compliqué quand on est parent, je trouve. Tu vois, alors là, je te parle vraiment d'un point de vue de parent, justement. Papa, Parce que maman. tout ça, non, mais ça a transformé beaucoup ton rapport à tes enfants. Parce que quand tu dis j'aimais plus mes enfants que le Nutella, certes, mais tu as plus aimé aussi leur transmettre une image de toi, d'un type combatif, d'un type qui va lutter contre cette maladie, pour rester avec eux, bien entendu, mais qui va aussi changer diamétralement de vision sur la nourriture et l'alimentation. Oui, mais j'ai eu besoin après ça. Alors, il y a eu une phase où j'ai été très dur avec mes enfants. La phase Oui, où moi j'ai appris le diabète. où tu leur balances, vous avez envie de devenir diabétique ou quoi? Exactement, Ouais. c'est exactement ça. Parce qu'on voit tout de suite le pire. C'est exactement ça. J'ai eu très peur, mais j'ai eu très peur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai transmis une addiction à mes enfants. Ça veut dire que l'addiction Tu crois ça? Oui, oui, oui. C'est moi qui ai fait entrer Le sucre? je Ou vais- la nourriture au je- sens global? Alors, je vais avoir un mot qui est assez fort, mais c'est moi qui ai fait rentrer le poison chez moi, en fait. Le poison, et là, tu vois, je généralise un peu, tu vois, je ne vais pas cibler quoi que ce soit, parce que, encore une fois, j'en veux pas à l'industrie agroalimentaire de fabriquer des choses. Moi, il y a personne qui m'a mis un flingue sur la tempe pour aller mettre ce que j'ai mis dans ma bouche, tu vois. Mais j'ai fait entrer des mauvaises addictions, j'ai fait entrer des... Attends, sans pour autant, excuse-moi, je te coupe, mais sans pour autant laminer l'industrie agroalimentaire, on peut quand même dire que le sucre est addictif. Et c'est comme ça. Bien sûr que c'est Voilà, enfin, plus addictif. tu manges de sucre, plus tu as envie d'en manger. C'est Mais logique. non seulement c'est addictif, mais quand tu parles avec des psys, parce que tu sais, nous, on est en train de préparer un documentaire sur mon histoire, et donc je vois des psys, je vois plein de gens. Il y a un rapport affectif Bien avec entendu. le sucre. La douceur. Oui, mais indépendamment de ça... C'est l'amour, la douceur, oui, l'affection. il y a un vrai rapport affectif au sucre, donc... Qui est catastrophique d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour ça que moi... On passe pour la méchante ou le méchant si on prive nos enfants de sucre. Oui, mais moi je ne veux pas devenir un ayatollah de la bouffe, en fait. Le sucre a toujours fait partie de ma vie. À partir du moment où tu consommes pas des choses de manière excessive, je pense que... Mais le problème qu'il y a, c'est que un Kinder Surprise en attire un autre et un autre et un autre et un autre. Comme quand tu manges des Ferrero ou des trucs comme ça, tu as envie d'en prendre un deuxième, un troisième, un quatrième. Non, mais parce qu'on associe encore le sucre au plaisir. C'est-à-dire que même dans les anniversaires, tu vois, enfin, je le vois tout le temps, tu vois, enfin, par bonne volonté. Et je suis certaine que c'est pour faire plaisir qu'on met des trucs de bonbons, des gâteaux, des trucs, etc. pour les enfants, parce que c'est naturel et que c'est notre culture. C'est-à-dire qu'on a été élevé comme ça. Mais oui. Et c'est vrai que toi, en parlant, tu vois, dans ton livre, en tout cas, moi, ça m'a ému. Je porte aucun jugement de valeur parce que Dieu sait que je sais le combat que ça peut représenter, tu vois, de supprimer le sucre, de ne pas avoir de bonbons chez soi. Bon, voilà. Et puis, en plus, l'extrême inverse peut arriver. C'est-à-dire, à force de trop frustrer quelqu'un, un enfant, il peut se défouler dans le sucre. Enfin, voilà, donc c'est exactement très complexe. ça, mais moi, je n'ai rien retiré chez moi, en fait. Parce que moi, les gens... Ils ont compris, tes enfants, aujourd'hui? Mais ils ont compris ils ont compris, tu sais, moi, je leur ai fait voir des documentaires sur le Super diabète. Size Me. Non, je leur ai fait voir des documentaires sur le diabète, sur le sucre, sur tout ce genre de choses, pour qu'ils aient une prise de conscience. Moi, j'avais pas envie. On a regardé des documentaires en
en famille des documentaires un peu anxiogènes, je te Mais le ils cache l'ont pas. eu ou pas le déclic? Enfin, tu penses qu'ils ont une prise de conscience aujourd'hui, enfin qu'ils se rendent compte Oui. de ça? Oui. Oui, mais parce que moi, j'ai trouvé des alternatives au sucre chez moi aujourd'hui. C'est quoi? Il y a des sucres que les endocrinologues ils recommandent, mais qui ne sont pas encore autorisés dans la communauté européenne. C'est quoi, par exemple? De l'allulose. J'en ai entendu parler. L'allulose, c'est du sucre à base du sucre de figue, de date. C'est tout naturel. C'est 0 calories, 0 impact sur la glycémie. Et Allulose. Allulose. Et pourquoi c'est pas autorisé en France? Tu sais pas? La communauté européenne met du temps à accepter des Puis il y a choses. peut-être le lobby du sucre aussi qui veut pas, non, je sais pas. Je sais pas, mais je sais qu'aux États-Unis et au Canada, c'est très démocratisé. Nous, on cuisine avec ça, on fait du pain avec ça, on fait plein de choses avec ça et c'est très bien. Alors, autre sujet sous-jacent de ton livre, c'est l'addiction, d'une certaine manière. Parce que tu as le déni, la volonté, le combat, plein de choses, mais tu as quand même l'addiction. Et moi, ma question, enfin, j'avais reçu quelqu'un dans le podcast à l'époque qui m'avait parlé du tempérament addictif. Enfin, il y a des gens, en fait, qui sont addicts. Et parfois, ils sont même addicts au fait d'être addicts. Donc, je me demandais si tu avais remplacé une addiction, en l'occurrence, on peut dire que c'était une addiction à la nourriture au sens global, mais bon, si c'est le sucre, mais c'est le fait d'ingérer quelque chose. Non, c'était tout. Moi, c'était tout, quoi. de la junk food, Voilà. des burgers, de la pizza. Donc, c'est une forme d'addiction quand même, tu vois. Complètement. Moi, je me suis toujours réveillé le matin en me demandant qu'est-ce que j'allais bouffer le soir même, en fait. C'est terrible. Tout le temps. C'est une obsession. Tout le temps. Moi, j'ai toujours vécu en me réveillant le matin en me disant ce soir, j'ai envie de ça. Non. Ouais. C'est terrible. Tu pensais qu'à ça. Ouais. Oh. Et est-ce que la cigarette, t'as fumé? Ouais. Et t'as arrêté de fumer? Ouais. Et comme ça, du jour au lendemain? Alors ça, c'est une anecdote. 10 ans, c'est ça? Ouais, ça, c'est une anecdote que je raconte à des potes. J'étais en train de faire la queue pour acheter des cigarettes. J'avais du monde derrière moi et du monde devant moi. Et je m'impatientais, en fait. Et à ce moment-là, mais c'est véridique. Tu t'es rendu compte? Non, j'ai pris conscience que j'étais en train de faire la queue pour me suicider et pour payer en plus de ça. Il me restait 3 cigarettes dans un paquet. Le mec derrière moi, je lui dis tu fumes quoi? Il me dit des Marlboro Light, tu vois, je lui ai filé mon paquet parce qu'il m'en restait 3 et je n'ai plus jamais fumé de ma vie après ça. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Sans patch, sans Nicopas, sans vaporette, sans truc machin. J'ai arrêté instantanément. Et ça a été dur? T'as eu envie de frapper des gens? Non. T'as pris du poids? Non, parce que j'étais déjà en surpoids en fait. J'étais déjà en surpoids, donc j'ai pas pris particulièrement de poids. J'ai pas été agressif. En fait, j'ai compris qu'il fallait que je contredise mon cerveau. C'est-à-dire que j'ai arrêté de prendre... Moi, c'était un café avec une clope. Je prenais du thé. Tu sais, le tout, c'est d'arriver à contredire son cerveau. Alors, moi, je pense que... Enfin, j'ai une question du coup. Est-ce que cet arrêt de la cigarette t'a aidé? Finalement, est-ce que tu aurais pu faire ce que tu as fait sur la perte de poids si tu n'avais pas arrêté la cigarette avant? Est-ce que le fait d'avoir arrêté la cigarette psychiquement t'a pas aidé à vaincre le diabète? Enfin, à vaincre ton surpoids? Non. Pas du tout? Non, parce que moi, Estelle, et ça, c'est ma femme qui pourra te le dire, je déteste être addict à quelque chose, je déteste ça. Ah bon? Je déteste ça. Ça veut dire que j'ai été addictif à la bouffe, mais la bouffe, ce n'est pas une... Oui, c'est une forme de drogue. Mais moi, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Ça, c'est un truc que j'ai jamais essayé. Ça ne m'a jamais intéressé. J'ai toujours eu peur d'aimer ça et de ne pas pouvoir m'en sortir, en fait. Donc moi, j'ai jamais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu avais décidé, en étant fumeur, de perdre le poids, enfin, si tu avais eu ta prise de conscience sur ton poids tout en étant fumeur, est-ce que tu... Enfin... Je sais pas. Tu sais pas? Non, j'ai pas de... Je me suis pas posé cette question-là, en fait. Non, on dit souvent esprit sain dans un corps sain. Enfin, tu vois, il y a ce sujet-là de... Non, mais moi, tu sais... T'as peut-être préparé le terrain, on va dire. Mais moi, j'ai commencé la cigarette sur le tard aussi. J'ai commencé genre à 30 ans. Ah oui, d'accord. Donc, t'étais pas un grand fumeur. À fumer. Mais si, parce que quand moi, je m'y suis mis, je fumais un paquet par jour, ou voire un paquet et demi.
Mais quand j'ai arrêté 7 ou 8 ans après. Et je reviens à ce que tu dis dans le livre. À un moment, tu parles du vélo, enfin du sport, tu vois. Est-ce que c'est devenu une addiction, ça? Ouais. Aujourd'hui? Ouais. Bon, donc tu as remplacé une addiction par une autre. Oui, mais ouais, un peu. Écoute, je fais 40 km de vélo par jour et ouais, Arrête. ouais. Par jour? Ouais. Là, tu as fait 40 bornes là depuis ce matin? Non, ce matin non parce que j'ai pas mon vélo d'appartement et autant te dire que chez mes parents il y a pas ce genre de choses. Mais c'est sûr que quand je rentre à Montréal, je vais me remettre sur mon vélo. Ouais. 40 km? Ouais, Ça prend combien de temps, ça? J'ai une salle de cinéma chez moi, j'ai mon écran devant, je regarde tout ce qui peut se regarder et je fais ça en 1h30 en pédalant à une moyenne de 29 km/h, 30, voilà, je fais ça. Chapeau. Mais tu le reconnais, c'est une addiction. C'est un besoin. Ton corps, c'est physiologique. Je sais pas, j'ai pas envie de parler comme tous les démagos en disant non, j'en ai besoin, mais c'est une discipline. Voilà, c'est une discipline. Tu parles de la réconciliation à un moment. Non, attends, je sais pas, j'hésite sur un truc. Le rapport à la nourriture, parce que je voudrais quand même on est passé quand même assez vite là-dessus, tu vois, mais selon toi, pourquoi on a ce rapport-là à la nourriture? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on ait nos limites? Qu'est-ce qui fait que le matin, on se réveille pour penser au repas du soir? Qu'est-ce qui fait ça? Tu le sais ou pas? Tu y as pensé ou pas du tout? Je pense que c'est une compensation de quelque chose, tu vois. Je suis pas psy pour aller. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection en fait, mais ouais, tu sais, t'as des plaisirs dans la vie d'être avec ta femme, avec tes enfants et tu sais, se réunir autour d'un repas, de se réunir autour de quelque chose, de la convivialité. Mais finalement, cette convivialité, elle était seule parce que ma femme, elle a toujours sifflé à la fin de la récréation en me disant mais tu penses que nous, on va bouffer des hot dogs comme toi et des pizzas comme toi et tout ce genre de choses. On mangeait ensemble, mais des repas différents. Non. Ouais. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Ouais, on mangeait ensemble, chaud. mais c'est chaud. Ça a beaucoup frustré mes enfants, ce genre de choses, parce que qu'attends, toi tu mangeais la pizza, mais eux ils mangeaient le poisson, avec le filet d'huile d'olive. C'est ça. Ah ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ma femme, donc papa avait son mode d'alimentation. Ma femme, c'est plus ton style à toi que mon style à moi, tu vois. Donc non. Elle a très vite sifflé la fin de la récréation parce qu'elle a dit. Comment elle a vécu tout ça, ta femme? D'ailleurs, on parle de ta femme là, mais il est hors de question que tu embarques mes enfants dans ton truc, dans ton truc là. Donc non, ma femme, elle a vécu ça. Ma femme, c'est mignon, je le raconte dans le livre. Elle continue à m'appeler mon gros plat de soupe en fait. Mon gros plat de soupe, tu sais, c'est les vannes qu'on se fait quand on est gosse à l'école. Quand tu vois un gros, tu dis un gros. T'es mariée depuis combien de temps? 15 ans. Ouais. Et elle a toujours eu cette élégance en fait de ne pas me montrer que j'avais changé ou tout ça. Donc elle continue à m'appeler mon GPS. Tu sais, c'est son truc où elle me dit t'es mon gros plat de soupe. Ça veut dire que en gros t'es resté le même quoi. Mais ça c'est des vannes qu'elle me faisait quand j'étais un peu plus en surpoids que maintenant. Et elle a continué comme ça. Elle a pas. Eux, ils n'ont pas changé en fait. C'est plus moi qui suis devenu beaucoup sur le contrôle. Moi, je suis beaucoup dans le contrôle maintenant. Je suis dans le contrôle. Avant, je mangeais de manière irresponsable. Maintenant, je mange de manière responsable. Tu vois, je ne suis plus immature, en fait. Tout ça m'a permis... Est-ce que tu n'étais pas l'enfant de la maison, en fait? Tu vois, quand tu mangeais tes pizzas et tes pâtes et tes trucs pas très sains, est-ce que c'était pas... Oui, effectivement, il y a un refus de devenir père, un refus de... Enfin, je fais pas de la psychologie contre toi, mais finalement, est-ce que c'était pas une manière pour toi de rester un peu enfant, quoi? Non, le fait de devenir père, je l'ai accepté. Tu sais, un enfant fait de toi un parent la première fois qu'il te regarde et qu'il t'appelle papa. Tu vois, il te regarde. Là, ça fait de toi un père. Maintenant, père, il faut pouvoir se comporter comme un père. Mais tu le dis ça dans ton rapport à... T'as changé Du coup, t'es plus du tout le même père qu'avant. Non. Ouais. Aujourd'hui, c'est fini. Ouais. Moi, je suis devenu un papa, mais je suis devenu un papa. Moi, j'ai du mal à dire non à mes enfants. Ça, c'est ma femme qui a ce rôle
qui a ce rôle un peu de merde de devoir dire non parce que en fait, moi, je me suis toujours demandé à quel moment tu dois dire non à un enfant, en fait. Tu vois, est-ce que tu dois dire non parce que tu as envie de jouer au papa et à la maman et d'être lourd et de dire non? Moi, je n'ai pas ce truc-là, en fait. Moi, je dis, on peut trouver des compromis avec nos enfants, mais leur dire non, moi, j'ai du mal à le Toujours faire. pas? Non, Tu n'y arrives toujours pas? non. Non, non, moi je suis le grand désespoir de ma femme parce que eux ils savent qu'ils peuvent venir me demander des trucs à moi. Oui, mais il y a papa qui m'a dit oui en fait. Ça doit la rendre folle. Ça la rend folle, donc maintenant je prends la responsabilité de leur dire de demander à votre mère directement Bon, en même temps, t'es pas le seul dans ce cas-là, tu veux que je te dise, c'est quand même oui, assez mais commun moi comme chez moi. j'ai pas envie d'être un papa castrateur et de dire non à mes enfants pour leur dire non par principe quoi. Je trouve des compromis avec eux. Alors, figure-toi que je sors d'un entretien avec une psy qui me dit quand même que c'est le devoir des parents de castrer les enfants. Ah. Pour qu'ils se sentent justement pas surpuissants et qu'ils sachent qu'ils soient en capacité d'affronter l'échec et d'affronter le non dans la vie. Avec la femme que j'ai, crois-moi qu'ils le savent. ça, si on était deux comme ça, je te dirais, Estelle, on va commencer à se pencher sur ce truc-là, mais avec elle... Ouais. Quelle est ta définition du plaisir maintenant? Parce qu'en fait, dans tout ça, finalement, tu évoquais le rapport au plaisir, tu vois, donc dans le sucre, je sais pas moi, tu l'as eu peut-être dans le tabac, et finalement des choses qui nécessitaient pas un grand effort. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont du plaisir quand ils accomplissent un truc. Enfin, je sais pas moi, c'est quoi ton rapport au plaisir? Parce que finalement, la nourriture est un plaisir assez simple, ouais. assez rudimentaire, assez facile d'accès, qui permet pas de... Enfin, on peut y accéder sans effort, donc c'est un plaisir simple. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des plaisirs? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est autre chose? C'est quoi ton plaisir aujourd'hui? Mais j'ai plein de plaisirs. J'ai un plaisir de ne plus avoir mal au dos en permanence. J'ai un plaisir de ne plus être essoufflé en permanence. J'ai un plaisir de ne plus... tu sais, le diabète, pour en revenir à ça... tu sais, se lever 7 à 8 fois par nuit pour aller aux toilettes, pour aller pisser, t'as ton sommeil qui est complètement perturbé, en fait, parce que tu te réveilles une fois, t'as re-envie 45 minutes après. Tu sais, c'est pas agréable, t'as tout le temps envie de boire, t'as tout le temps la bouche sèche, tu sais, moi, je te parle de picotement dans les doigts de pied, mais t'as des trucs qui sont beaucoup plus chiants, en fait, et juste le fait d'être perturbé. T'as eu un rapport aux yeux aussi, enfin, t'as eu un problème d'œil. Grave, ouais, j'ai eu un problème aux yeux, mais voilà, tous ces choses que je n'ai plus me provoquent du plaisir aujourd'hui. Je me sens bien et les gens autour de moi se sentent bien. Ma femme, elle m'entend plus en train de ronfler comme un oncle du bled. Pourquoi? Parce que je ronflais énormément. C'est souvent le cas pour le surpoids. Enfin, c'est souvent le surpoids qui fait le ronflement. Je sais pas, parce que moi je connais des gens qui ronflent et qui sont pas spécialement en surpoids, mais qui font de l'apnée du sommeil et qui truc. Donc voilà, tout ça c'est des plaisirs, parce que moi je me suis jamais privé de rien en fait en étant en surpoids. J'avais pas de privation, je n'avais que des plaisirs entre guillemets. Mais ces plaisirs du quotidien que je ne connaissais pas ou plus, de marcher sans être essoufflé. Ça, oui, c'est des réels plaisirs, en fait. Je vais pas te dire que maintenant, parce que je mange des courgettes, je suis heureux, ou que je mange des salades de cottage, je suis un mec heureux. Oui, ça me fait kiffer parce que je découvre autre chose dans la nourriture, mais les plaisirs simples de la vie, de marcher, de ne plus avoir les jambes gonflées ou tout ce genre de choses, ouais, c'est ça que je kiffe, tu vois. Alors là, on en vient à la... Je ne vais pas tout dévoiler non plus du livre, mais c'est vrai que tu parles de la réconciliation entre ton ancien toi et ton nouveau toi, tu vois, d'une certaine manière. Et comment tu as réussi à faire la paix? Parce que c'est quand même une sacrée transformation, psychique et physique. J'ai eu besoin d'écrire ce chapitre. Je me suis inspiré de ce que Thierry Ardisson faisait dans Double Jeu, où il s'interviewait lui-même parfois. Et je me suis dit, tiens, parce que j'ai eu envie de m'écrire une lettre à mon ancien moi, en fait. C'est-à-dire que c'était mon ancien moi qui m'écrivait une lettre à accrocher sur le frigo et à dire, en gros, ne m'oublie pas. Ça, c'était un chapitre que j'ai quelque part, mais que j'ai pas publié. J'ai plus voulu...
j'ai plus voulu en fait écrire un. Elle me dérange, cet appel. C'est mon cousin. J'ai Cousin plus, et associé, désolé. ouais. J'ai plus eu envie de m'écrire une lettre à mon ancien moi. Est-ce que c'est mon ancien moi qui l'a écrit à mon nouveau moi? Mais ouais, il y a des moments d'irresponsabilité qui me manquent en fait de l'ancien légèreté, tu veux moi. Ouais, de légèreté, d'immaturité, d'aller prendre un truc T'as dans le pris un coup de vieux, frigo. quoi. Non, j'ai pas pris un coup de... Ouais, non, j'ai pas pris un coup de vieux. J'ai pris en maturité, en responsabilité, et parfois ça me fait chier. Vraiment, ça me fait chier parce que voilà, j'ai perdu de la légèreté, j'ai perdu plein de trucs, mais Et tout puis ce que tu te sens limité peut-être aussi, parce que tu te sentais oui, pas mais avant. parce que c'est très récent, tout ça est très récent. Faut que tu te laisses du temps un Je peu. me suis pas approprié ce nouvel état d'esprit, ce nouveau corps. Je pense qu'avec le temps, ça va se tasser, tu vois. Mais là, aujourd'hui, je suis dans le contrôle. Je suis dans le contrôle. Je suis dans Tu le. crois que ça va partir? J'espère. J'espère. Je ne sais pas comment tout ça va se finir, mais oui, je l'espère. J'espère que ça va. Tu vois, que je vais être un peu plus. Lâcher prise, comme on dit. Ouais, complètement. Pourquoi? Parce que je me dis que. Parce qu'en soi, si tu prends là 10 kilos, c'est pas si grave que ça. Non. Là, tu peux te permettre de prendre 10 kilos. Il faudrait, en plus de ça, que je les prenne par rapport à ma taille, par rapport à mon Bah poids. ouais. Il faudrait que je les prenne. Mais Et tu peux les prendre sainement. Mais je n'arrive plus à reprendre du poids. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de sport, parce que je mange plus des pâtes tous les jours, parce que je mange plus des pizzas toutes les semaines, parce que tu vois, mais tu sais, quand tu manges sainement et que t'as pas des aliments, quand t'as pas des aliments, Oui, transformés ou voilà, bourrés quand de t'as pas, sucre ou de gras. c'est exactement ça. Quand tu manges sainement et que grossis tu pas. fais du sport, bah tu grossis pas. Tu grossis pas. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont demandé est-ce que j'avais eu affaire aux Ozempic et tout ce genre de choses. Oui, alors j'en ai pas parlé, Ouais, mais c'est vrai que j'hésitais à en parler. c'est tu vois. important. Moi, j'en parle Ouais, dans parce le qu'en livre. fait, voilà, moi, c'était la première. Tu vois, je reprends ma première phrase. Je disais, ça semble fou, quelqu'un qui perd autant de poids à une époque où tout le monde a une facilité à se piquer. Parce que c'est ça, enfin, on en est tous témoins autour de nous. Enfin, je sais que tu en as plein, moi j'en ai plein. Mais Enfin- moi, de manière très innocente, quand on est venu me voir et que je perdais du poids, Tout le monde t'a dit, Et- tu prends et- Ozempic et ou quand- pardon, et- Ozempic ou et quand tu me disais Mounjaro, je sais tu plus. prends Wegovy, Mounjaro ou Ozempic, tu sais, je leur ai demandé de manière innocente, mais c'est quoi ça? Tu sais, Ah, tu savais pas? Non, je n'en avais. Tu sais, il n'y avait pas. T'étais En- pas au courant? Non, en fait, aux États-Unis et en Amérique du Nord, c'est pas un phénomène de mode entre potes qui se disent ouais, j'ai 5 kilos à perdre, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça. Tu sais, C'est chasse gardée. le Canadien, le truc. T'es sûr? Même aux États-Unis? Ah bah, Non, aux aujourd'hui, États-Unis, tout le monde le fait. aux États-Unis, moi je n'y vis pas, mais c'est pas un truc que des copines s'appellent. Ouais, t'as pas un plan d'un Non, mais là, on les pharmacien voit, que tu tu vois, connais. toutes les stars du cinéma, enfin, on les voit, elles sont Oui, rachitiques. mais Enfin, tu vois, oui, mais moi je n'ai pas été. J'ai eu cette naïveté après quand je voyais des stories sur Instagram de gens en train de dénoncer ça parce que il y a des effets indésirables. Mais dans n'importe quel médicament, en fait, t'as des effets indésirables. C'est le principe actif du médicament qui fait que toi, tu peux pas le supporter et moi, je peux le supporter. Alors, t'en as qui disent oui, mais t'en as qui ont fait des occlusions intestinales. Bah ouais, le mec qui va... ce truc-là, parce que moi, j'ai rencontré les représentants de chez Ozempic, de chez Mounjaro, parce qu'on est en train d'écrire un documentaire sur ce truc-là. Donc moi, j'ai besoin de voir tous les gens qui truquent. Eux, ils t'expliquent que ça, déjà, c'est un truc pour le diabète. Point. Et en plus de ça, ça sert à ralentir la digestion. Donc, quand ta digestion qui est ralentie, il faut que tu manges en fonction De ton cycle. de l'embouteillage qu'il y a Bien sûr. dans ton intestin. Ça ralentit ta digestion, donc tu as moins faim et tu as un sentiment de satiété plus rapide, tu vois. Mais en aucun cas, c'est un truc miracle. Ce genre, ouais, tu en as qui disent, ouais, mais
ils reprennent du poids après ça. Bah ouais, c'est normal. si tu continues à manger de la merde pendant que tu manges ça et quand tu arrêtes, pendant que tu fais le traitement. Oui. tu continues à... Ça, il faut avoir une discipline. Ah, non, mais bien sûr. Moi, j'ai des potes connus qui ont pris ça, qui ont perdu beaucoup de poids, qui ont maintenant cette discipline de laisser dans leur assiette quand ils ont plus faim. Et ça fait partie de l'éducation que nos parents ils nous transmettent. Tu sais, t'as des parents qui te disent ouais, si tu finis pas ce que t'as dans ton assiette, tu sors pas de table. Ça c'est une énorme erreur. C'est dramatique ça. Ça c'est une énorme erreur, mais on l'a tous eu, Estelle. Non, moi j'ai eu de la chance. Toi t'as eu vraiment de la chance, mais combien il y a de personnes qui laissent dans leur assiette. Encore maintenant, même dans la scolarité, il y a des enfants qui sont forcés de manger. Enfin, c'est horrible. Mais c'est pour ça, encore une fois, c'est qu'un enfant ne se laisse pas mourir de faim et quand il a plus faim. Donc c'est pour ça que les gens qui prennent ça pour avoir un body summer, pour aller en vacances, je ne sais où, c'est complètement stupide. Moi, personnellement... C'est même dangereux. Mais oui. C'est dangereux. Mais oui, parce qu'il y a eu des pancréatites. Des cas de satiété, de cécité, pardon. Il y a eu des pancréatites aussi. Mais moi, j'ai demandé à mon ami endocrinologue, je lui ai dit, mais pourquoi il y a des pancréatites ? Parce que c'est des trucs qui sont faits pour des gens qui ont un terrain diabétique, qui ont le pancréas un peu... T'as pas le pancréas fragile et tu vas prendre ce genre de choses qui te dit que tu vas pas te développer des choses. C'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais il y a un risque. Donc, à partir de ce moment-là, les gens qui prennent ça, moi, je leur dis tant mieux. Moi, je trouve que ces choses-là, c'est un bon outil dans la boîte à outils. Tu sais, dans une boîte à outils, tu as un marteau, tu as un tournevis, un truc comme ça. Et ça, c'est le Lior Bibas qui a fait la préface de mon livre, qui en parle très bien, qui dit que c'est un bon outil dans la boîte à outils. Mais en aucun cas... Moi, je trouve qu'il faut avoir une hygiène de vie qui va avec ça. C'est pas un miracle. Parce que les gens qui disent oui, mais on reprend du poids après, si tu continues à bouffer de la merde, tu vas reprendre du poids, quoi. Tu penses que tu aurais vécu ce combat ou tu aurais réussi à faire... réussi à perdre tout ce poids et à sortir du diabète, puisqu'aujourd'hui, on peut le dire quand même, on l'a pas précisé, mais tu n'as plus de diabète à l'heure T. Enfin, à l'heure H. Non, terminé. Bravo. Franchement, bravo, il faut quand même me le dire. Hein. Merci. Comment est-ce que tu penses que tu aurais réussi à le faire si tu n'avais pas eu d'enfant et de vie de famille ? C'est une bonne question, ça. Est-ce que tu aurais eu cet instinct de survie ? Tu vois ce que je veux dire ? Si tu avais eu une dernière phrase, et si tu n'avais pas été hypochondriaque ? Parce que ça, c'est important. Tu vois, là, j'ai comme fini ta phrase en me posant la question, sans vie de famille, sans enfant et pas hypochondriaque ? Non. Non. Oui, mais là, tu as fait un cumul. Mais si tu n'avais juste pas été... imaginons que tu n'avais pas été hypochondriaque et que tu avais juste été père de famille, tu vois. Je l'aurais fait. Ouais. Non, je l'aurais fait. J'aime trop mes enfants. Je suis un débile avec mes enfants. Ils sont fiers de toi aujourd'hui ? Ouais. Ça se passe bien avec eux ? Ouais. Ça se passe mieux qu'avant ou... C'est pareil, tu sais, ils ont j'ai des enfants qui sont top. J'ai des enfants qui sont top, ils m'ont beaucoup accompagné, ils ont vu des trucs que j'ai fait depuis que je suis à Paris pour la promo du livre là, et ils sont très fiers. Ils me l'ont dit, ils m'ont envoyé des messages. Est-ce qu'ils se sentent rassurés ? Parce qu'à une époque, tu les inquiétais peut-être inconsciemment, non ? Est-ce qu'ils n'allaient pas vers maman plus facilement que vers toi ? Ma fille, oui. Ouais. Il y avait un côté plus rassurant maintenant, non ? Oui, là, je suis... tu sais, j'ai des passages qui sont bien distincts dans mon livre, un pour mon fils et un pour ma fille. Ma fille, elle s'est pas mal éloignée de moi, mais elle s'est éloignée de moi de manière pas... maman avait un côté plus rassurant, en fait. Moi, il y a ma fille, c'est ma femme qui me l'a dit plusieurs fois, elle a été dire à ma femme, pourquoi papa il veut qu'on mange tous les samedis des burgers, des pizzas, tu sais, parce que moi c'était la continuité, tu vois. Moi, mon cheat day avant, c'était quand je mangeais des légumes, tu vois. Quand je bouffais des légumes ou quand je bouffais une salade, c'était vraiment le cheat day. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, et ma fille
me l'a pas reproché à moi directement, mais elle l'a reproché à ma femme en disant oui, moi je ne veux pas en fait. Elle plus jeune, elle expliquait à ma femme qu'elle voulait pas tout le temps bouffer des pizzas le samedi soir et que tu sais, on commençait Shabbat, le samedi on faisait autre chose et le dimanche on finissait avec autre chose. Non, non, moi ça a été et je sais que ma fille n'a pas été à l'aise avec ça. Hmm. Mon fils Elliot, oui, mais ma fille non. Hmm. Non. Et tes parents, ils te reconnaissent? Ils t'ont reconnu à l'aéroport ou pas? Non, alors pas à l'aéroport ici, mais Non, mais là-bas, ils sont venus te voir, je crois, au Canada, non? ils sont venus me voir au mois de juillet. On a fait des FaceTime avec ma mère, des vidéos, des se rendaient pas WhatsApp compte. vidéos, mais tu te rends pas compte, tu vois la gueule, tu te dis, tu te rends pas spécialement compte. Et quand mes parents sont venus en été à Montréal, euh, ils sont spontanément, moi j'étais à côté de ma femme, ils sont partis la voir, ils l'ont pris dans les bras et tout ça. Ma mère a jeté un regard, elle m'a vu, mais elle m'a vu comme un étranger, elle s'est retournée Incroyable. et à un moment je lui dis maman, elle me regarde comme ça, elle me fixe et elle a eu une réaction en disant je peux pas te regarder comme ça quoi. Tu sais, elle m'a regardé comme si j'avais la pire des maladies, tu vois. Elle m'a dit Je peux pas te voir comme ça, Non. genre, ça me fait peur. C'est exactement ça. Parce que ma mère, pour elle, c'est pas moi. Mais aujourd'hui, elle me dit, t'es 1000 fois mieux comme ça. T'es 1000 fois mieux comme ça. Mais moi, je le vois, le regard des gens a changé. Tu sais, c'est à la fois plaisant de voir que, tu sais, que des gens te regardent, aussi bien des hommes que des femmes te regardent, quoi, tu vois. Moi, j'ai jamais eu ça depuis des années parce que tu sais, quand t'es un peu en surpoids, ben, tu peux pas te fringuer. Tu mets des fringues ben, qui sont des cache-misère, tu vois. Donc, moi, je pouvais pas me fringuer. Maintenant que tu te fringues, ben, voilà, il y a plein de choses qui fait que alors, j'ai plein d'anciennes fringues à moi que des fois je mets pour me dire, mais comment j'ai pu, quoi, comment j'ai pu en arriver là. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, tu vois, enfin, que t'as pas dit dans le livre? Des trucs, tu vois, qui te viennent après, parce que tu l'as écrit quand même relativement rapidement. Enfin, finalement, En un an, oui, mais t'as pas attendu 10 ans pour l'écrire. Ce que je veux dire, c'est Non. que tu l'as écrit assez vite après ta perte de poids, tu vois. Et il y a peut-être des choses que tu as mûries depuis que tu as peut-être envie de dire en plus. Ou pas. Pas spécialement, parce que tu sais pourquoi je n'ai pas assez de recul. Peut-être qu'il y aura autre chose qui arrivera après pour expliquer le recul. Ça t'a apporté des envies, t'as eu envie de faire des projets. Est-ce que ça t'a changé aussi ta manière d'appréhender la vie? Parce que, est-ce que, tu le disais tout à l'heure, tu as retrouvé ton souffle? L'élan vital, tu vois, enfin, c'est le souffle, c'est au sens, tu vois, voilà, est-ce que tu as des projets, est-ce que tu as envie de faire des trucs plus qu'avant? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu vois la vie différemment? Enfin, parce que Non, quand même, c'est un grand changement, tu vois. Enfin, parce que j'ai toujours été sur plein de projets. Moi, tu sais, je suis un créatif, donc je suis toujours sur un milliard de projets. et ça, Là, ça change pas. Tu l'étais avant, tu l'es maintenant. ouais. Il n'y a Ouais, pas ouais. plus, pas moins. Oh non, non. Moi, je suis en train de créer une marque de bonbons sans sucre avec mon fils, là. On est en train de faire ça ensemble. Mais c'est des bonbons sans sucre qui sont véganes, etc., qui n'ont pas de graisse animale à l'intérieur et tout. Parce que moi, je pense à toutes les communautés et donc, on est en train de faire plein de tests de bonbons avec Génial. mon fils. Donc ça, c'est un projet qu'on a ensemble. Tu me tiendras au courant. Ouais, j'ai fini d'écrire un film avec Fabrice Begotti. Sur le livre? Pas du tout. Non? Non, c'est un film qu'on a écrit sur les rencontres avec de l'intelligence artificielle, etc. Voilà, c'est vraiment dans les tuyaux, ce genre de choses. Et à côté de ça, j'ai envie de faire une tonne de choses. Moi, je suis un gars qui suis très friand de nouvelles aventures, de nouveaux projets, de nouveaux partenariats, etc. Toujours pas envie de revenir en France? Non. Non, ça c'est sûr que non. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Je sais pas, globalement, tu as envie de nous raconter quelque chose?
cette promo-là, de tout ce livre, enfin, tu fais une promo Ouais. tu fais une promo assez costaud. Qu'est-ce que tu as constaté, en fait, les retours que tu peux avoir, même dans ton tissu amical, ou peut-être, tu vois, enfin, comment les gens le vivent autour de toi, que ce soit peut-être les... Ben, Tu as fait des interventions à la radio, etc. Peut-être ouais, tu peux en parler rapidement, mais mais de je pense. sentir comment les gens prennent les choses, tu vois, globalement. Tu sais, c'est Mathieu qui a écrit un livre. Mhm. Ça, on en revient au gars sympa qu'il y a dans les films, qu'il y a dans les films, le gars qu'on prend pas au sérieux, en fait, tu vois. Moi, Mais ils sont surpris. Ouais, pas parce qu'ils pensent que je n'en suis pas capable, mais comment il a eu cette rigueur, tu vois, d'aller écrire, machin. Moi, je me suis mis des nuits entières à jeter des pages et des pages à la poubelle en me disant... c'est globalement de la merde, tu vois, quand tu écris un scénar et que tu t'écris des tonnes de choses, tu vas trouver ça ultra drôle sur le moment, tu vas y revenir un mois après, tu vas dire mais comment j'ai pu écrire ça, tu vois, et ça m'est arrivé avec ça. Mhm. Donc voilà, Non, mais tes amis, voilà, comment ils vivent le... Ils t'ont dit bravo, ils sont surpris. mes amis ils m'ont dit bravo, mes amis ils sont surpris, mes parents, je pense que qui ne réalisent pas le fait que j'ai Ils l'ont lu, écrit tes parents? Ma mère est en train de le lire. D'accord. Mon père, je lui ai fait un reproche. Je lui ai dit, papa, je t'ai envoyé le livre. Tu m'as même pas appelé pour me dire c'est cool, c'est bien, ces trucs. Mais mon père, c'est une ancienne génération Et tes œufs. qui intériorise tout et qui est très fier d'en parler à son travail, à ses potes, etc. Pudique. Mais il a, je sais pas si c'est de la pudeur ou si c'est de trucs, mais ouais, ça m'a un peu fait chier que lui me dise rien parce que son regard est important. Et après, voilà, j'ai tous mes potes qui m'ont envoyé beaucoup de messages. Le démarrage du livre est très bon, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que je suis en auto-édition. Je devais me faire éditer chez un éditeur, mais quand il a commencé à m'expliquer, comme tous les producteurs de films, que le film que tu as écrit, s'il marche, c'est grâce à eux, et s'il marche pas, c'est à cause de toi. Donc le gars, il a commencé T'as à raison, vouloir... c'est pas mal résumé. Ouais, mais D'où l'auto-édition, quoi. Enfin, ouais, tu sais, c'est le mec, il était là en train de me dire oui, mais il faudrait que tu retouches ci, il faudrait que tu réécrives ça, il faudrait que tu trucs. À un moment, je lui ai dit voilà, j'ai trouvé cette possibilité d'auto-édition sur Amazon que je trouve ça formidable en fait. C'est une liberté. Ouais, t'es libre. Après, il faut avoir les bons contacts, les bonnes personnes, parce que Oui, après, faut que tu fasses le boulot, bien sûr. parce que tu peux écrire un livre et que tu en vendes 3 à ta mère. Mais moi, je l'ai pas écrit. J'ai pas voulu écrire un best-seller. Je ne voulais pas la queue devant la librairie Lamartine, etc. Tu sais, pour moi, c'est un livre qui est un peu intemporel. Qui pourra se lire dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Il y a des études sur le diabète qui sont en train de sortir les unes après les autres, comme quoi le diabète est réversible, pas peut être réversible, mais est réversible. Donc je trouve que c'est un truc qui doit faire son chemin et je suis persuadé qu'il va le faire. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, j'ai de la chance d'être bien entouré, je connais les bonnes personnes, d'avoir évolué dans un métier de saltimbanque m'a fait connaître beaucoup de monde et c'est... voilà, je pense que ça va faire son chemin. Je te le souhaite. Je te le souhaite, mais je pense que c'est une super idée d'avoir. Au début, c'est marrant, on a beaucoup changé de point de vue sur l'auto-édition. Enfin, moi, j'ai changé mon point de vue dessus parce que t'as raison, ça apporte de la liberté et puis ça permet une accessibilité et ça démocratise la transmission, donc tant mieux. Mais c'est ça, mais de pouvoir sortir un livre il y a 10 ans en arrière quand Amazon n'existe pas ou commence à exister, eux, ils ont donné la possibilité à plein de gens de pouvoir s'exprimer. Non, c'est le pouvoir au peuple. C'est ça, c'est pas le pouvoir des éditeurs, en fait. Mais même, tu vois, cet endroit dans lequel on est, chez Serge, encore une fois, il donne la possibilité aux gens de pouvoir venir s'exprimer. Moi, je crois en l'avenir du podcast. Moi, je pense que tu es une vraie avant-gardiste sur ce sujet-là. C'est vrai que c'était il y a 8 ans, enfin 9, bientôt 9. Ouais, mais le média mainstream aujourd'hui, c'est très
c'est très cadré, c'est très codé, c'est très truc. Là, ici, toi, avec ton format, moi, je souhaite vraiment, en tout cas, que, au même titre que l'auto-édition, que toi, tu puisses, tu puisses continuer avec ça parce que ça peut, voilà, tu peux faire émerger quelque chose, tu proposes autre chose aux gens et il faut pas que tu en fasses qu'une, quoi. Il faut que tu en fasses plusieurs. Il faut que tu ailles au bout de ça, tu vois. Comme moi, je me suis auto-édité. Toi, demain, tu peux avoir ta propre chaîne de télévision et recevoir qui t'as envie. On verra. Ouais, mais moi, je te souhaite de le faire dans ta vie de working girl. Ça peut être vraiment un truc, ça peut être vraiment un truc en plus. Donc, je t'encourage à le faire vraiment. Mathieu, un grand merci. Estelle, merci à toi. C'était vraiment génial cet échange. J'ai beaucoup apprécié. Fidèle à toi-même, authentique. Donc un grand merci. Merci à toi. Belle Estelle. route à ton livre et belle route à toi. Merci Estelle, merci beaucoup.